en ce moment, oui, dans le Pas-de-Calais. Oui. Bon, écoutez, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à bord. Ce soir, j'ai la joie d'accueillir un ami, un compagnon scientifique de longue date, Pierre de Lyon. Et c'est vrai que tu es un habitué, un récidiviste du premier chapitre, mais probablement parce que les valeurs que tu représentes sont vraiment essentielles. Et là, tu es un publiant compulsif. On ne compte plus, on a arrêté de compter le nombre de tes livres. Et tu me disais qu'il y en a un là qui est sous presse, enfin, qui est au bord de la semaine prochaine. Et qui est donc Urgence de la psychothérapie institutionnelle. Et je te disais là, il y a un instant, s'il y a urgence pour la psychothérapie institutionnelle en général, probablement que, et c'est peut-être ça la thématique de notre séminaire ce soir, peut-être que cette urgence, elle est aussi en périnatalité. Enfin, où est-ce qu'elle n'est pas d'ailleurs, parce que j'imagine que tu la conçois de manière ambitieuse, large spectre, avec un faisceau bien large concernant la clinique humaniste en général. Donc voilà, donc c'est vraiment une grande satisfaction de t'avoir parmi nous. Et c'est vrai que ce sillon de la psychothérapie institutionnelle est vraiment essentiel. Alors, il y a une petite chose que je voulais partager avec toi, affective, émotionnelle, c'est que dans mes pérégrinations de formation et de colloques et de congrès divers, je n'étais jamais allé dans la zone de Biarritz. Et j'ai eu la chance à la fin de l'été de passer 5 jours dans cette zone-là pour une formation en périnatalité avec des gens formidables d'une association que tu connais peut-être de Caminante. C'est une organisation qui a un nombre assez important d'institutions. Là où je veux en venir, c'est qu'avec un certain nombre bienvenue installez-vous, de pédopsychiatres d'un certain âge, eh bien, il a été question, en fin de soirée, après des repas bien consistants et bien arrosés, il a été question de cette période incroyable où un certain nombre de psychiatres et de pédopsychiatres fuyaient le franquisme, passaient la frontière et venaient chercher l'oxygène dans cette zone-là. Et je le savais intellectuellement, mais je ne l'avais jamais appréhendé affectivement, ça, cette résistance-là. Et c'est comme ça, ce soir, que je vais t'écouter. Alors, je t'ai toujours écouté avec beaucoup d'attention clinique et amicale, mais là, ce soir, il y a ça en plus, parce que j'ai eu le témoignage d'un certain nombre de gens qui m'ont raconté ce que ça signifiait pour eux, jeunes hommes, de ne pas supporter l'infamie barbare franquiste, et que pour eux, véritablement, faire de la clinique, faire de la pédopsychiatrie, faire de la psychiatrie, ça signifiait passer la frontière. Donc, il y a des fois où on raconte des histoires où on se dit que c'est pas en France qu'est l'oxygène. On pourrait même se plaindre du fait qu'il en manque à certains égards. Et du carbone, surtout. Il y a beaucoup de carbone. Mais là, effectivement, je dois dire que ce témoignage de ces médecins comme ça qui se sauvaient de leur terre d'origine pour venir sur... Et un certain nombre, tu le sais, tu connais cette histoire sur le bout des doigts, un certain nombre n'ont pas fait que du nomadisme, ils ont jeté l'ancre, ils se sont installés et ils ont fabriqué ce dont tu es devenu un des avocats insatiables, militants. Donc je tenais à partager ça avec toi parce que c'est vrai que j'avais échappé à ça, quoi. J'avais pas eu l'imprimatur Biarritz Pays Basque. Et je l'ai eu, ça m'a énormément touché. Alors, ce qu'il ne faudrait pas oublier de dire, c'est que ces gens-là, ils vieillissent bien, et on parle souvent de poche de résistance, et je dois dire que dans ce Pays Basque, là, il y a quelques belles poches de résistance de psychopathologie psychanalytique. Installez-vous, je vous en prie, il y a quelques chaises là encore. Ok, merci. Et j'avais une chose là-bas, c'est oui, ce sera plus simple, pardon.
Et il y a vraiment des expériences cliniques. Et alors, à ce sujet, il y aura des ambassadeurs de Caminante le 5 juin au donc je fais de la publicité anticipée. Il y aura Jean Rolando, qui est justement un de ces héros dont je viens de parler, et Louis-Albert Barrera. Tu le connais, Louis-Albert Barrera? C'est vraiment quelqu'un d'extrêmement profond et touchant, mi-philosophe et mi-psychiatre, psychiatre d'adulte et devenu pédopsychiatre et psychanalyste. Et ils viendront avec la directrice d'un XAPA, Stéphanie Destando, et ça sera discuté par Angela Laera, qui est en train de finir une thèse. Je vais vous envoyer à tous le carton d'invitation. C'est une thèse qu'elle va soutenir début décembre, de mémoire, je ne sais plus si c'est le 5 ou le 6. Et c'est une thèse qui est vraiment pour moi, enfin qui a été une source, les thèses sont toujours une source pour moi de formation permanente et d'éclairage. Avec les doctorants bien tempérés, on est vraiment souvent bienvenus. On est vraiment dans du gagnant-gagnant. Et Angela, elle a croisé toxicomanie et grossesse. Et Stéphanie Destando, Jean Rolando et Louis-Albert Barrera viendront nous parler de leur expérience autour de toxicomanie et grossesse. Vous voulez une chaise? Venez, Marie. Bon, tu peux rester là. Bon. À toi, mon ami. Régale-nous. Donc, avec l'urgence pour la thérapie. Merci, Sylvain. J'accepte toujours cette invitation, bien que je sois retiré des affaires depuis maintenant un certain temps, parce que bon, ça me permet d'entretenir notre amitié, puis de penser ensemble à Michel Soulet, qui avait fondé ce premier chapitre, qui était quand même une locution bien trouvée pour parler de la chose en question. C'était futé, comme il l'était habituellement, avec son QI à 180. Voilà, donc la périnatalité, moi j'ai travaillé pas mal dans ce domaine quand j'étais au CHU de Lille et que j'étais responsable du service de pédopsychiatrie au CHU de Lille et qu'il y avait une très forte composante de pédopsychiatrie de liaison dans un vaisseau du CHU de Lille énorme qui s'appelle Jeanne de Flandre, dans lequel il y a des services extraordinaires, notamment avec le Quien en néonatologie, enfin bon, Puech pour la mater, enfin il y a des gens très très importants dans la science médicale disons de la fin du XXe siècle et début du XXIe siècle. Et donc j'ai été amené à aborder la périnatalité dans cette ambiance-là. C'était très exigeant, mais en même temps c'était très passionnant de voir comment on pouvait ensemble construire des pensées non pas confusionnantes, c'est-à-dire échanger les concepts en pensant qu'ils pourraient servir dans un champ et dans l'autre, mais justement des pensées articulées autour des pratiques et des théorisations que chacun de nous faisions dans nos champs respectifs. Ça m'a beaucoup apporté sur le plan de la philosophie de travail, et ça rejoint des points que je vais aborder ce soir, celui qu'on appelle depuis Toscaïès les rapports complémentaires, c'est-à-dire la complémentarité entre les différentes sciences médicales qui sont à l'œuvre, par exemple la néonatologie et la pédopsychiatrie, par exemple la neuropédiatrie et la pédiatrie. C'est un autre axe que j'ai beaucoup développé avec mon vieil ami Louis Vallée, qui était prof de neuropédiatrie au CHU de Lille. Et en fait, ça m'a beaucoup aidé à penser quelque chose que je pensais déjà depuis longtemps, implicitement, sans finalement réaliser toute la portée conceptuelle que ça contenait en soi. C'est le fait de pouvoir mettre en pratique ce que la doctrine de la psychiatrie de secteur avait inventé. C'est-à-dire, t'es pas tout seul, Jeff, quoi, en gros. Si on veut résumer la situation.
Et on va voir que dans la périnatalité, tu n'es jamais tout seul, Jeff. Hein. Bon, déjà, il y a l'objet de notre travail. Allez-y, entrez. Moi, je ne sais pas comment faire. Je peux en prendre sur mes genoux, mais ça va causer après. Venez attraper une chaise. Là, vous pouvez vous mettre là si vous voulez. Si, il faut bien qu'à ça. Déjà, l'objet de notre travail, le bébé et ses parents. Bon, il y a le bébé, et puis il y a ses parents. Et puis il y a tout ce que nos amis ont inventé du côté des interactions entre les deux puissances. Le bébé, en tant que puissance qui va déclencher un processus formidable de parentalisation chez les parents, et puis les parents qui vont déclencher chez le bébé l'envie de devenir comme eux, ce que Freud a résumé dans ses articles sur l'identification. Donc, rien que ça, déjà, c'est un objet complexe. Mais si je veux rendre service à ce bébé en interaction avec ses parents, parce que des gens m'ont dit qu'ils présentent une souffrance psychique ensemble, si j'y vais tout seul, sauf dans des cas exceptionnels, ça risque de déboucher sur quelque chose qui est rapidement une aporie. Donc, la notion d'équipe est intrinsèque à la périnatalité, me semble-t-il. Évidemment, il y a les consultations ambulatoires que tu fais, par exemple. Il n'y a pas besoin des 36, hein, mais dès l'instant où ça commence à se corser un peu, qu'on a des lieux d'accueil de type hôpital de jour pour mère-bébé, des choses qui s'occupent, par exemple, d'une maman schizophrène avec son bébé, le temps que ça semble jouable, des lieux d'hospitalisation à temps complet, parce que la maman fait une psychose puerpérale, etc. Bon, tous ces lieux de soins sont traversés par la présence d'une équipe. Et dès qu'on dit équipe, évidemment, il y a quelque chose qui surgit, c'est la nécessité de travailler sur cette notion qui semble simple et qui est d'une complexité redoutable, qui est celle de l'équipe soignante. Hein. Alors je vais parler de ces éléments-là. L'équipe soignante, évidemment, en tant qu'équipe soignante, qui est une complexité très grande, mais aussi, surtout, à la lumière de ce que je disais précédemment, l'équipe soignante en lien avec les autres soignants qui sont autour et éventuellement les autres qui ne sont pas soignants mais qui vont avoir une importance dans la situation qui est à considérer. Par exemple, l'importance des juges des enfants dans cette affaire, l'importance des gens qui travaillent dans le social, parce qu'un certain nombre de situations sont quand même ubuesques. Elle serait drôle si elle n'était pas aussi dramatique. Hein. La maman accouche, elle est hospitalisée le temps qu'il faut, etc. Et puis elle sort, et en sortant, elle dit je suis vraiment embêté de vous demander ça, mais je ne sais pas où je vais ce soir. Bon, d'un seul coup, t'es pas tout seul, Jeff. Quel est l'état des relations entre vous en tant que périnatologue et les gens qui travaillent dans le social, qui vont pouvoir accueillir cette femme et son bébé, qui sinon se retrouvent sous les ponts. Hein. Donc on voit que, en fait, la notion d'équipe est une notion très intéressante à étudier en détail parce qu'elle comporte en elle à la fois l'entité équipe soignante, mais en même temps la difficulté de pouvoir s'articuler avec les autres dans un monde. Est-ce que si je me pose ça perd... Oui, il faut que tu recommences. Le problème, c'est la caméra. Oui, c'est ça. On, Oui. on va y arriver. Je suis ravi de voir arriver des gens. Donc l'équipe soignante, c'est un problème en soi. Et ça vaut le coup de réfléchir aux manières dont on résout ce problème dans la pratique quotidienne. Je prends un exemple que vous connaissez sans doute si vous faites de la périnate. Vous êtes dans un service dans lequel on accueille les mamans et les bébés. Des fois, le papa dort sur un matelas en plus. Bon. Et puis, il y a là des soignants qui viennent du service de psychiatrie d'adultes. Et puis, il y a des soignants qui viennent du service de pédopsychiatrie. Et ensemble, ils ont un projet formidable qui est de s'occuper des mamans et des bébés. Et puis, dès les premières réunions institutionnelles entre les différents membres de l'équipe en question, surgissent des questions que vous connaissez par cœur, comme moi. Oui, mais quand même, cette maman, il
il faut quand même bien qu'elle s'occupe de son bébé. Bon, tu me dis que c'est pas facile pour le bébé, c'est sans doute même un peu angoissant quand elle est là en train de lui donner le sein puis qu'elle regarde la télé en même temps et que bon, et puis qu'en fait elle éteint la télé ou elle parle à la télé très fort parce qu'elle veut que ses hallucinations soient moins fortes que la télé. Bon, ben oui, d'accord, mais enfin le bébé, lui, comment tu crois qu'il vit ces événements-là? Bah, écoute, le bébé, d'accord, mais enfin quand même, la maman qui est schizophrène, il faut quand même bien qu'on en tienne compte pour qu'elle puisse bénéficier de sa grossesse et pouvoir mener sa vie de façon... C'est-à-dire, on voit bien que dans la formation des équipes de psy adultes, il y a ce fantasme que avoir un bébé, ça va quand même aider au traitement de la schizophrénie. Et chez les pédopsychiatres et leurs équipes, pour avoir un bébé quand on est une maman schizophrène, c'est tout sauf simple. Et évidemment, il va falloir réfléchir assez en détail sur jusqu'à quand on peut être en contact avec la maman schizophrène quand on est un petit bébé qui vient de naître, et comment est-ce qu'on peut être là avec le bébé en présence de la maman schizophrène pour que sa fonction oméga, comme dit notre amie Diana Williams, ne projette pas sur le bébé des tas de choses qui ont à voir avec son délire paranoïde à elle. Hein. Bon, alors on voit bien les réunions institutionnelles dans des équipes où ça vient des deux horizons, une psy adulte et de pédopsie, et qu'on n'a pas suffisamment réfléchi ensemble, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas suffisamment formé ensemble. Très vite, le clivage s'installe et bon, moi j'ai connu des trucs à Lille, bon, tu te rappelles, notre amie Véronique était embarquée dans des trucs comme ça donnait des résultats mais vraiment effarants, quoi. Hein. On en vient aux mains. Même au colt. Pas au coit, mais au colt, oui. Donc, vous voyez, ça a l'air de rien, mais la notion d'équipe est fondamentale parce que c'est le lieu d'accueil de la souffrance psychique de l'autre. Et ce lieu d'accueil, dès l'instant où il est partagé par deux et plus de personnes, ça va poser le problème de comment une pathologie archaïque présente chez un bébé, chez une maman qui présente elle-même une pathologie archaïque, comment les phénomènes de transfert qui nous permettent de comprendre la relation qui s'instaure entre un bébé, sa maman, son papa et le monde, comment ces phénomènes de transfert vont s'instaurer dans le lieu de soins et comment l'équipe va être face à quelque chose qui n'a plus grand-chose à voir avec les définitions que Freud donne du transfert dans la névrose occidentale poids moyen. D'où l'importance de réfléchir sur l'archaïque à deux niveaux différents. Un archaïque qui est du côté de tout le travail que Sylvain vous fait régulièrement sur qu'est-ce que c'est que l'archaïque chez le bébé, qu'est-ce que c'est que le primitif chez le bébé, qu'est-ce que c'est que l'originaire chez le bébé, y compris la vie anténatale, c'est-à-dire avant la naissance, et toutes les choses extraordinaires qu'on a apprises depuis quelques décennies. Et puis un autre aspect de l'archaïque, qui est l'archaïque des personnes qui sont enfants, adolescents, devenus adultes, fécondantes et qui ont des enfants, et qui, amenés dans cette aventure de la naissance de leur propre enfant, vont être dans un rapport archaïque avec l'archaïque de leur bébé, qui va compliquer singulièrement la tâche. Alors c'est très important de réfléchir en premier lieu sur la question de l'archaïque, me semble-t-il. Alors dans la névrose occidentale poids moyen, vous avez une difficulté avec votre chef, vous êtes fait virer 2 fois, vous êtes à nouveau embauché parce que vous êtes un séduisant personnage, vous y arrivez à chaque fois à vous faire embaucher, et à nouveau vous allez avoir une difficulté avec votre chef. Bon, vous allez voir le bon docteur Dayan de la série En thérapie, et puis vous racontez ça, et au bout de quelques mois de psychanalyse, c'est réglé. Vous avez compris que avec votre père qui vous tapait sur la gueule, vous cherchez à régler vos comptes avec vos chefs de service successifs. Bon, oui, je vous l'ai fait. Un Tex Avery, toujours référence première. Bon. Alors, voilà, très très bien. Mais est-ce que le bébé va chez le docteur Dayan? C'est difficile pour lui. Il ne peut pas conduire sa voiture. Est-ce que la schizophrène maman va chez le docteur Dayan? Elle ne va pas chez le docteur Dayan non plus, parce que le docteur Dayan n'y suffirait pas. Déjà, on voit bien, c'est un des charmes de cette série, on voit bien qu'il a déjà du mal avec les névrosés. Hein. C'est un bon psychanalyste, en fait. Hein. Eh bien, il va falloir réfléchir sur la notion d'archaïque et le rapport qu'un sujet dans une position archaïque entretient avec l'objet total. Alors voilà, c'est une question, vous avez 2 heures. Je ramasserai les copies tout à l'heure.
Vous voyez, c'est quand même une question fondamentale de la psychopathologie transférentielle. Quel est le rapport entre un sujet qui est encore dans un monde archaïque avec l'objet total? Alors on voit bien que la schizophrénie, par exemple, est intéressante à prendre comme exemple, parce que le schizophrène, jusqu'à 18 ans, 20 ans, jusqu'à ce qu'il décompense, il semble avoir un rapport avec l'objet total qui est satisfaisant. Quand on fouille un peu, on voit quelques petits éclats, quelques petites brisures qui apparaissent des fois un petit peu avant, mais globalement, ça ne se voit pas trop. Hein, et à un moment donné, bam, un coup de tonnerre dans un ciel serein, dit la sémiologie classique, et hop, décompensation sous forme d'une bouffée délirante aiguë, par exemple, et on découvre qu'en fait, c'est un début de schizophrénie. Donc, à ce moment-là, d'un seul coup, retour à l'archaïque. Mais dans le rapport à l'objet total, on pourrait dire, pendant les 20 premières années de l'existence de ce futur sujet schizophrène, le rapport à l'objet total s'était sans doute stabilisé. Voilà ce que je propose comme hypothèse. Et que sous la force très grande de vagues pulsionnelles d'origine très diverses, aussi bien les causes que les événements qui déclenchent ça, quelque chose se rompt de cette stabilité et les objets partiels reprennent la vie du sujet qui est plongé dans un monde archaïque en main. Et on pourrait dire qu'il y a une opposition radicale, épistémologique, entre quelqu'un qui est en lien avec le monde par l'intermédiaire des objets partiels. Ça n'est pas la même chose que quelqu'un qui est en lien avec le monde par l'intermédiaire des objets totaux. Bon. Alors, cette idée a donné donc l'occasion à un psychanalyste, psychiatre, par ailleurs marxiste, catalan et par ailleurs condamné à mort par Franco à la fin de la guerre civile espagnole, obligé de fuir en France, non pas du côté basque, mais du côté catalan, ce qui n'est pas simple. C'est pas tout à fait pareil. Oui. Quand l'équipe de Carcassonne va jouer à Montauban. Donc, ce personnage, Toscaïès, est quelqu'un qui est né en 1912, qui passe son bac à 15 ans, qui fait médecine, à 22 ans il est médecin, il fait psychiatrie, et en 33-34, il rencontre à Barcelone un type qui s'appelle Sándor Eminder, qui a été analysé par Ferenczi. Et du fait qu'il est juif, il a immigré dès le début des persécutions anti-juives qui avaient lieu à Budapest, et se retrouve à Barcelone. Et donc Toscaïès, qui a fini médecine, entreprend une analyse avec Eminder qui va durer 2 ans à peu près. Et donc il prend la chefferie de service dans l'hôpital de Reus, qui est au sud de Barcelone, à 100 km au sud de Barcelone. Il prend une chefferie de service dans l'Institut Perimata et devient psychiatre qui va s'occuper des patients qui sont là. Et donc il pose la question fondamentale. Est-ce que je peux appliquer ce que je viens d'apprendre avec Ferenczi, Eminder et toute la bande, disons, hongroise de la psychanalyse? Est-ce que je peux appliquer la cure type avec les schizophrènes qui sont hospitalisés dans mon service? Alors il n'essaye même pas. Il voit bien que ça colle pas. C'est courageux d'avoir pensé que c'était même pas la peine d'essayer. Parce que je vous rappelle, c'est dit en détail dans le livre de Roudinesco sur Freud. Hein. Freud, dans son temps et dans le nôtre, elle décrit quelques psychanalyses faites par des psychanalystes pur sucre à des psychotiques qui tournent en catastrophe totale. Bon, Toscaïès le pressentait, donc l'a pas fait. Mais il a dit, il faut qu'on puisse non pas dire la psychanalyse et la psychose, rien à voir, vous êtes névrosé psychanalyse, vous n'êtes pas névrosé, autre chose. Il a dit, il faut qu'on ouvre les concepts psychanalytiques à la psychose. Quand même, en 36-37, c'est quand même courageux. Tout ça, en plus, pendant la guerre civile espagnole, dans laquelle il a été repéré comme étant un psychiatre qui va aider les types qui décompensent sur le front, républicain contre Franco, et qui installe un service de psychiatrie d'urgence sur le front, comme Bion va faire 2 ou 3 ans plus tard, pendant la guerre 39-45, avec les Anglais qui décompensent au front contre les nazis. Bon. Donc Toscaïès propose cette chose qui est de dire le transfert dans la psychose
n'est pas un transfert sur un objet total, c'est un transfert sur des objets partiels. Et ces objets partiels, il va falloir qu'on puisse en tenir compte dans la manière dont on repense la métapsychologie du transfert dans la psychose et dans la manière dont on va repenser les soins à l'aune de cette revisite du concept de transfert à la lumière de la psychose. Et alors, c'est un exemple que j'ai déjà donné, donc je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais Tosquelles, quand je l'interviewe sur cette question-là, dans les années 79-80, il est mort en 91, 94, je ne sais plus. Ouais. Et on l'interroge sur cette question, je l'interroge sur cette question-là, dans un soir de colloque qui a lieu à Reus, donc dans sa ville natale où il revient pour un colloque chaque année pendant la Semaine Sainte. Et c'est à l'hôtel Gaudi, parce que vous savez sans doute, à Reus, il y a, chaque année on fête les fils illustres de Reus. Et donc, un fils illustre de Reus, c'est Antonio Gaudi, un architecte de Barcelone. Et puis un autre fils illustre, c'est François Tosquelles. Bon. On discute et je lui dis, alors, comment est-ce que tu peux expliquer, pour que je puisse après le dire à mes étudiants, comment tu peux expliquer la question du transfert que tu appelles multiréférentiel? Alors il me donne cet exemple clinique que je conserve et que je colporte à chaque fois parce que je trouve qu'il est très intéressant. Un monsieur qui est couvreur de son métier arrive à la porte de l'hôpital de Reus pour se faire hospitaliser avec un certificat de son médecin généraliste. Il rencontre le concierge, il lui tend son certificat et le concierge lui dit « Alors, c'est tel médecin, donc vous allez aller dans tel service, je connais l'infirmière, je vais vous emmener. » Et puis le patient trouve que le concierge a une tête sympa et commence à lui raconter ses ennuis avec son patron, ses collègues de travail sur les toits quand il répare, etc. Bon. Et puis au bout d'une demi-heure, le concierge qui dialogue, mais un dialogue à minima, il écoute surtout ce que lui raconte ce patient, dit quand même, vous savez, c'est pas moi qui décide des hospitalisations, il faut quand même que je vous emmène au service. Bon. Alors le type est un peu déçu, mais parce qu'il imaginait peut-être que le concierge allait le soigner. Donc il suit le concierge jusqu'à l'infirmière. L'infirmière accueille ce patient et le concierge lui passe le flambeau et le patient trouve que cette femme a une tête sympa aussi et lui raconte des tas d'histoires qui ont à voir non pas avec son travail, mais avec sa famille et ses enfants. Et puis au bout d'une demi-heure, elle dit quand même qu'il faut aller voir le psychiatre pour l'hospitalisation. Alors elle ouvre la porte et il voit le psychiatre. Il dit « Ah non, je ne veux pas voir ce type. Qui c'est d'abord? C'est pas un tel? Non, non, c'est pas lui. Ben, je ne veux pas le voir quand même. Ben, l'infirmière insiste un peu en disant je travaille avec lui, c'est un type sympa, vous allez le voir, vous allez parler avec lui. Le type rentre quand même, s'assoit et ne dit pas un mot pendant une demi-heure. Le psychiatre pose des questions, le cuisine, etc. Pas un mot. Bon. Et Tosquelles me dit alors, qu'est-ce que tu fais? Tu es un psychiatre comment? Est-ce que tu vas faire, à la lumière de ta demi-heure passée avec ce patient, un diagnostic racontant ce que tu as fait et vu avec lui? C'est-à-dire, il est réticent, il ne parle pas, il est catatonique, il est persécuté par moi, parce que dès que je pense une question, il tourne. Bon, est-ce que tu vas faire ça et à ce moment-là, tu l'hospitalises pour ça? Ou est-ce que tu tiens compte du fait que l'infirmière qui te l'a amené quand même t'a dit des trucs très intéressants sur ce patient qui s'était passé avec lui? Et à ce moment-là, est-ce que tu dis à l'infirmière, venez dans mon bureau, on va discuter un petit peu autour de ce patient, parce que moi, ce qu'il m'a raconté, c'est rien, à part les signes que je viens de dire. Et donc l'infirmière dit, d'accord, mais vous savez, quand je l'ai vu, moi, ce patient, il est arrivé avec le concierge, et ils avaient l'air d'être très très amis tous les deux, comme s'ils parlaient depuis très longtemps, donc ce serait peut-être intéressant que le concierge vienne aussi. Et Tosquelles dit, ben, ouais, d'accord, on fait une réunion dans mon bureau, avec le concierge, l'infirmière et moi. Alors, transfert multiréférentiel, dit-il, ben, ce type arrive, il met ses bons objets opérotropiques, comme dirait Scott, hein, pour parler de la sublimation professionnelle, dans le concierge, et ça lui fait penser à un type avec qui il a travaillé, qu'il aimait beaucoup, qu'il l'a formé, etc. Et puis, il met des bons objets dans l'infirmière
qui lui rappelle sa mère avec qui il pouvait parler d'un. Et puis, quand il voit le psychiatre, d'un seul coup, ça le met en direct avec son père qu'il maltraitait salement. Hein. Et donc, rien que la description phénoménologique de la succession de ce qui se passe nous incite à penser que peut-être ce type, un type de transfert qui n'est pas encore prêt à être accueilli par le docteur Dayan. Bon, j'en profite, Dayan. Bon, et donc il dit, bon, c'est bien beau de dire le transfert multiréférentiel, mes bons objets, j'ai les 2 premiers, mes mauvais objets, j'ai le 3e, mais une fois qu'on a dit ça, comment est-ce qu'on soigne ce type? Et c'est là qu'il invente ce concept très intéressant de constellation transférentielle. Alors la constellation transférentielle, c'est un instrument institutionnel à traiter la question des effets de l'archaïque sur ceux qui l'accueillent. On pourrait dire ça comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'une réunion de constellation transférentielle? C'est la réunion des personnes qui sont au contact avec le patient en question et qui, dans ce temps de réunion de toutes ces personnes qui sont en contact avec ce patient, vont pouvoir dire de façon authentique l'expérience qu'ils ont traversée avec le patient dont il est question. Vous voyez, là, on rentre dans des subtilités, parce qu'il y a beaucoup d'endroits maintenant, en psychiatrie notamment, et en périnate aussi, dans lesquels la réunion a perdu son âme. Ce sont devenus non pas des instruments de travail pour faire ce travail sur lequel je vais revenir, mais ce sont devenus des instruments d'endoctrinement de la pensée managériale, ce qui n'a rien à voir avec une réunion. Vous êtes bien d'accord avec moi? Je vous recommande vraiment la lecture du livre de Chapoutot, Johan Chapoutot, Libre d'obéir, dont le sous-titre est très éclairant, Le management du nazisme à aujourd'hui. Et dans ce livre, il raconte que le management, les techniques de management, de New Management, sont importées directement, sans filtre, des méthodes de travail utilisées par les nazis à Essen, dans les ateliers groupes, pour fabriquer les engins de guerre qui permettaient de repousser tous ces salopards d'occidentaux qui voulaient exterminer les nazis. Donc, il faut lire le livre parce qu'il y a tout un tas d'aventures incroyables qui montrent que quand même le capitalisme est d'une force redoutable, hein, en utilisant le management pour décérébrer les gens qui participent aux réunions et leur dire, les mecs, on va vous laisser un petit temps à la fin pour les questions diverses, mais vous inquiétez pas, on pense pour vous. Hein. Bon. Et les sujets à l'ordre du jour, en général, sont vraiment fondamentaux dans notre travail de soins, vous l'avez remarqué. 1 heure sur, disons, la qualité de l'hygiène hydroalcoolique dans le lavage des mains, des gens qui viennent se soigner, etc. Enfin, des trucs vraiment fondamentaux pour eux, quand même, hein, pour les soins psychiques, vraiment. Bon. Donc, voilà les réunions managériales aujourd'hui. Bon. Alors, ce n'est pas des réunions, c'est de l'endoctrinement, hein, c'est du conditionnement. Bon. Les réunions dont je parle, c'est des réunions dans lesquelles les personnes expriment en première personne, de façon authentique, ce qu'ils ont vécu dans l'expérience traversée avec le patient dont il est question. C'est un éloge des philosophes grecs qui avaient énoncé cette maxime très importante qui s'appelle le pateimatos. Vous avez sûrement entendu parler de ça si vous avez fait un peu de philo. Ça se traduit par l'enseignement par l'épreuve. Et on peut dire que dans la psychopathologie transférentielle, c'est en permanence, sur un plan épistémologique, l'enseignement par l'épreuve. On traverse l'expérience et après coup, on se dit « Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien vu venir, j'ai rien compris. » L'enseignement par quoi? Par l'épreuve. Pas... Apostrophe? Oui. Apostrophe. Pas EBM. Oui, Non. C'est pas l'épreuve. C'est l'épreuve. Éprouvé. Patei matos. Alors voilà, donc c'est très important que le climat dans la réunion en question soit propice, facilitateur
à l'expression de ce que vous racontez authentiquement de ce qui s'est passé avec le patient. Et notamment sur un versant qui est très très mal reconnu aujourd'hui. On est dans une philosophie de la parentalité positive et toutes ces conneries invraisemblables. Sur le versant de, il y a vraiment un truc que j'y arrive pas avec ce patient. J'y arrive pas avec ce bébé, j'y arrive pas avec cette maman, j'y arrive pas avec mes collègues, j'y arrive pas. Écoutez, les mecs, aidez-moi, j'y arrive pas. Est-ce que vous avez dans votre expérience concrète quotidienne des réunions dans lesquelles vous pouvez dire devant vos collègues et avec vos collègues, j'y arrive pas, je comprends rien. Je me sens nul, je me sens complètement dévasté quand je sors d'un entretien avec cette diade ou avec cette triade ou avec cet enfant. Est-ce que vous pouvez faire ça? Si vous pouvez faire ça, la réunion de constellation transférentielle est possible. Si vous ne pouvez pas faire ça, changez de service. Ou essayez de trouver un endroit où vous pouvez le faire. Alors, vous voyez, c'est quand même... ça a l'air simple, mais ce n'est pas simple du tout dans l'état actuel de la psychiatrie. De pouvoir disposer d'endroits où on va pouvoir relativement tranquillement dire « je n'y arrive pas ». Alors, voilà, je crois que c'est très très important. Vous voyez, dans l'exemple de Toscaïès, le psychiatre aurait pu dire « je n'y arrive pas » dans la réunion de constellation transférentielle. Et les deux autres, le concierge et l'infirmière, dire « ben moi, j'y suis vraiment arrivé, il m'a raconté des trucs incroyables sur son travail, il avait peur du vertige, ça lui rappelait un truc qu'il avait lu dans Winnicott sur la crainte de l'effondrement. Enfin bon, vous voyez, voilà, la réunion de constellation transférentielle, ça nécessite un certain nombre de choses pour qu'on puisse y parler, notamment de ces éléments qui sont disjoints, que sont les objets partiels. Je projette dans le concierge et dans l'infirmière des bons objets, je projette dans le psychiatre des mauvais objets. Et après, je m'étonne qu'avec les deux premiers, ça marche très bien, et qu'avec le troisième, ça ne marche pas. Ben, vous étonnez pas, monsieur le schizophrène. C'est bigrement kleinien ce que vous ressentez. Hein, c'est très important de pouvoir faire la part des choses là-dessus. Alors voilà, donc on se rend compte que cette constellation transférentielle inventée par Toscaïès, c'est ce qui fonde, au fond, la nécessité d'une institution. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'une institution? On pourrait dire que c'est la manière dont les professionnels habitent leur établissement et qu'ils puissent ensemble mettre en place des moyens de réaliser les projets qui sont ceux qui leur sont confiés en tant que mission de l'établissement, qui puissent les réaliser non pas selon un protocole qui leur est extérieur, mais selon quelque chose qui fait partie de leur expérience vécue. Et à ce moment-là, on voit bien que la manière dont un certain nombre de gens actuellement s'approprient ou pas les missions en question confiées par l'établissement auquel ils appartiennent, la possibilité qu'ils ont de devenir acteurs et co-acteurs pour co-construire le projet en question avec les autres collègues de plusieurs professions, ça permet de distinguer, comme Toscaïès le faisait à sa manière, l'établissement, il est créé dans chaque département un établissement qui s'appelle un asile d'aliénés, la loi de 1838 par exemple. Il est créé dans chaque circonscription un certain nombre d'écoles élémentaires, un certain nombre d'écoles de collèges, un certain nombre de lycées en fonction de la population, etc. Ces établissements. Mais tout le monde sait, vous les premiers à Paris, qu'il y a des établissements où il ne faut pas foutre ses enfants. Pourquoi? Parce que dans certains établissements, l'équipe qui est dans l'établissement s'est mobilisée pour dire on ne va pas se laisser avoir par toutes ces histoires de protocoles, etc. On va vraiment devenir co-acteur du truc et on met en place un système dans lequel, manifestement, les gamins ont l'air contents et ils sont vivants, etc. Et puis, il y en a d'autres qui disent moi, j'applique. Hein. Vous savez, comme dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, c'est la consigne. Le mec, la planète s'est rétrécie. Il était à l'humeur de réverbère. Il allumait le réverbère le soir et puis il l'éteignait le matin quand c'était 24 heures. La planète a rétréci. Maintenant, c'est toutes les minutes que ça tourne. C'est la consigne. Hein, moi, je
tiens pas compte des événements extérieurs, je fais ce que me dit le protocole. Ben, les établissements qui restent des établissements, on applique le protocole. Mais c'est pas vivant, c'est pas humain. Quand on fait institution, ça veut dire qu'on a réfléchi ensemble, les professionnels de cet établissement, et on s'est dit comment on résout le problème qui nous est posé. Et à ce moment-là, on voit bien que faire institution, ça nécessite de réfléchir sur sa pratique. Alors évidemment, dans le projet futur à venir, mais aussi à la lumière des expériences de chacun des membres qui participent à l'établissement de cette institution. Donc vous voyez, la forme la plus élémentaire de l'institution, c'est la constellation transférentielle. C'est-à-dire, est-ce que dans votre institution, vous pouvez mettre en place des constellations transférentielles dans lesquelles vous pouvez parler subtilement d'un patient et des émois que vous traversez dans votre contre-transfert vis-à-vis de ce patient. Si vous pouvez le faire, c'est une institution dans laquelle on va pouvoir traiter des pathologies archaïques. Si vous ne pouvez pas le faire, vous ferez semblant de traiter les pathologies archaïques. Ah oui, c'est quand même un problème très très épineux parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup d'endroits où malheureusement la possibilité même de pouvoir se réunir et de raconter des histoires comme ça, c'est quand même extrêmement difficile. Alors ça tient à des tas de raisons différentes, bien entendu, mais enfin ça tient principalement, me semble-t-il, au fait que nos gouvernants, depuis quelques gouvernements, c'est-à-dire que c'est de droite et de gauche, c'est pareil, nos gouvernants disqualifient profondément le travail humain de la psychiatrie en général. Je ne sais pas s'ils le font de façon perverse et consciente, mais en tout cas, les résultats sont là. On est totalement disqualifié. Je donne l'exemple souvent parce qu'il est quand même absolument caricatural de la visite de la déléguée interministérielle de l'autisme au Centre ressources autisme de Lille, qui fait enlever du rapport d'activité toutes les locutions qui commencent par psycho quelque chose. Parce que l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental. Donc de mettre psycho, je sais pas quoi, c'est absolument insupportable à ses yeux. Et elle le fait rayer du rapport en question. Donc ça dure 1h30. Le collègue qui m'a succédé se fait destituer de son rôle de chef de service du Centre ressources autisme et remplacé par quelqu'un comme ça qu'elle a choisi. Et puis en sortant, elle va à la bibliothèque et elle fait tomber par terre les livres de psychanalyse sur psychanalyse et autisme. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose qui... Bon, chez elle, c'est bien au-delà de la disqualification. C'est une psychose puerpérale qui n'en finit pas. On pourrait dire que vraiment son accouchement s'est mal passé, manifestement. Et ça dure. Mais de façon générale, je viens de lire en venant dans le train la lettre que Macron écrit pour dire aux gens sur l'autisme, quand même, on s'en occupe des autistes. Vous avez vu tout ce qu'on fait. Et tout ce qu'on fait, c'est faire qu'il n'y ait plus de psy qui s'occupent des autistes, en gros. Et qu'il n'y ait plus de psy qui s'occupent des TADA, et qu'il n'y ait plus de psy qui s'occupent des 10, etc. Et que tout ça soit le boulot des neuropédiatres et des pédiatres. Alors, pour avoir travaillé longtemps avec les neuropédiatres au CHU de Lille, pendant 20 ans, on fait des consultations conjointes, je peux vous dire qu'il est tout à fait d'accord pour participer au bilan de l'autisme et des TADA. Mais il n'est pas du tout d'accord pour les soigner au jour le jour. Ce n'est pas son métier, il ne l'a pas appris et il ne veut pas le faire. Alors, le problème, c'est que qui est-ce qui va le faire? Alors, les PCO, les plateformes d'orientation qui viennent d'être créées sur le dos des CMPP, parce que les CMPP sont tous trop psychanalytiques, c'est bien connu. Et donc, c'est comme les CMP il y a quelques années, qui ont été virés de l'autisme et remplacés par les CAMS. Bon, ben voilà, tous ces gens-là sont incapables de s'occuper des autistes, puisque c'est des psychanalystes pur sucre, tous. Ben, on va les confier aux pédiatres, etc. Bon. Et le diagnostic est fait dans les plateformes d'orientation. Mais après le diagnostic, à qui c'est adressé? Aux psychologues en libéral, à 30 € la consultation, 5 fois remboursé par an. Donc vous voyez, il y a un problème là quand même gravissime, qui est celui de la disqualification même du service public de psychiatrie, qui fait que on va se retrouver dans une situation absolument déplorable très rapidement, si ce n'est déjà arrivé dans certains endroits.
Alors voilà, donc je pense que c'est une des causes principales qui fait que, à chaque fois que vous dites dans un service dans lequel des jeunes praticiens arrivent et qu'ils n'ont pas été formés avec la psychopathologie transférentielle, on va faire une réunion pour parler de ce que j'ai vécu avec ce gamin, parce que vraiment, moi, je sors de là, je suis complètement KO, je suis vidé. Enfin, on va pas faire des réunions pour ça, non? Tu vas faire des actes, parce que ce qui compte pour les stades, c'est les actes. Hein. Faire des réunions pour parler des gamins, je vois vraiment pas l'intérêt, disent les jeunes psychiatres. Bon, ça va transformer très profondément la psychiatrie française, qui était, comme tu le disais très justement, le fleuron de la psychiatrie mondiale, avec la psychiatrie de secteur, quand même, pendant longtemps. Mais depuis, quand même, disons 2 décennies et quelques, c'est quelque chose qui a complètement disparu de la circulation, du côté des pouvoirs publics. Hein, avec un sophisme terrible qui nous cloue le bec à chaque fois. Vous avez réussi la psychiatrie de secteur, c'était formidable. Les gens sont venus en masse et ont rempli les files d'attente. Maintenant, c'est 1 an pour avoir une liste d'attente. S'il y a des listes d'attente, c'est parce que vous ne savez pas soigner correctement les gens. Voilà le sophisme des pouvoirs publics aujourd'hui qu'on nous sert dans les ARS. Hein. Alors vous voyez, c'est quand même un truc d'un niveau de perversion quand même gravissime. Hein. Bon. Alors voilà, donc si vous êtes dans un endroit où vous pouvez continuer à faire des constellations transférentielles, alors vous allez pouvoir traiter la question de l'archaïque. Étant entendu que ce qui se traite dans la réunion de constellation transférentielle, c'est une première mise en forme des objets partiels grâce auxquels vous prenez connaissance du monde interne du patient que vous accueillez, et que l'effet de la constellation transférentielle, c'est de mettre ensemble des choses contradictoires que ce patient vous a projetées parce qu'il ne peut pas les résoudre en lui-même. Qu'est-ce qui fait que les angoisses primitives continuent à être hyper présentes dans la vie d'une personne qui présente une pathologie archaïque? C'est que les processus qui ont permis à la plupart des enfants de devenir névrosés et qui amènent des nuances là où les objets partiels restent bruts de décoffrage et difficilement conciliables, c'est quelque chose qui va se traduire dans le transfert par ces objets partiels et qui vont mettre l'équipe à feu et à sang si elle n'a pas la précaution de penser qu'il s'agit d'objets que le patient vous adresse dans le transfert pour vous dire « Hey, vous vous occupez de moi ? Regardez les objets incandescents auxquels j'ai affaire tout le temps dans mon monde interne et que je ne m'en sors pas avec ces éruptions volcaniques qui me fichent la vie en l'air tout le temps. » Et d'un seul coup, il se rend compte que l'équipe qui s'occupe de lui, la constellation transférentielle, est en train de dire « Ah, le volcan dont tu parlais, ah, c'est ça l'effet que ça fait. » Parce que d'un seul coup, vous vous retrouvez vous-même à recevoir la lave dans la gueule. Et donc, vous vous retrouvez avec quelque chose qui va avoir un poids très important pour le patient, qui est en train de percevoir que la charge qu'il portait tout seul, vous êtes en train d'en prendre une partie sur vos propres épaules psychiques, ce que j'appelle par ailleurs la fonction phorique. Alors ça, c'est très intéressant pour la périnate, ça, parce que il y a beaucoup d'éléments que tu as déjà brillamment exposés, bien entendu. Mais moi, je suis très intéressé par cette question de la pesanteur dans le développement du bébé. Quand le bébé passe de l'état de fœtus à l'état de petit bébé qui vient dans le monde aérien, il passe d'un état dans lequel il a les instruments de mesure de la pesanteur dans sa tête, dans les canaux semi-circulaires et tout le bazar là, que vous connaissez, qui permet de connaître la gravité universelle. Il les a déjà dans son cerveau, dans son oreille interne, etc. Tout ça, c'est mûr depuis déjà 3-4 mois dans le ventre maternel. Mais le poids qui lui permettrait de corréler avec le vécu de pesanteur, c'est pas lui qui le porte, c'est sa maman. Les femmes enceintes le savent mieux que moi. Quand on a un bébé dans le ventre, c'est moi qui porte le bébé. Et le bébé, lui, porte rien du tout. Et pourtant, il a des instruments de mesure. Il sait que la gravité universelle, c'est 9,80, etc. Bon. Au moment de la naissance, d'un seul coup,
la pesanteur s'applique à lui. D'ailleurs, on dit que le bébé, sur le ventre de sa mère, quand le maïoticien pose le bébé sur le ventre de sa mère, le bébé est écrasé par la pesanteur. Il va mettre 1 an avant de récupérer quelque chose qui lui permet de dire maintenant je tiens au bord de mon berceau, ça y est, la pesanteur, c'est réglé. Hein. J'ai le tonus, les muscles, les os, tout ça, ça marche au poil. Maintenant, je tiens debout. Pesanteur, je t'ai vaincu. Hein. Mais au moment de la naissance, au moment où il éprouve que la pesanteur s'applique à lui, ce mouvement que je fais, ben, ça s'applique à lui. Et les gens qui travaillent dans les matères, hein, moi j'avais fait une enquête à Lille là-dessus auprès de tous mes copains maïoticiens. Quel est le truc que tu redoutes le plus quand le bébé va naître, là, qui sort de la vulve maternelle? Ils répondent tous, je sais, ça n'arrivera jamais, hein, mais j'aurais tellement peur qu'il me glisse des mains. Et s'il glisse des mains, qu'est-ce qu'il fait? Bah, la pesanteur fait son boulot, dès le début. Hein. Bon. Alors ça, c'est à mon avis l'archétype, le paradigme de l'angoisse primitive. Winnicott, ne pas cesser de tomber, hein, ou tomber sans cesse, disait Winnicott. C'est moins compliqué que nous. Hein. Donc c'est très important cette histoire, parce qu'on voit bien que la pesanteur, en fait, est corrélée dialectiquement avec la fonction phorique. C'est parce que la pesanteur va peser de tout son poids sur le bébé que le bébé va tomber et que donc nous on tend les bras pour qu'il ne tombe pas. Et que ce schéma fondamental du développement humain fait que pour les bébés qui vont présenter une souffrance psychique, la fonction phorique va venir les soutenir dans le vécu de pesanteur outrancière qu'ils ont toujours chevillé au corps. Hein? Quand des parents avec l'enfant rentrent en consultation, on fait une photo, ils sont hyper angoissés, le gamin fait que des conneries, je sais pas quoi. Ils sortent de la consultation 1 heure après ou 1h30 après, ils sont détendus, souriants, le gamin est apaisé, etc. Je parle des consultations avec moi. Hein. Bon. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé quand ils sortent et qu'on les interviewe? Il dit alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, pour une fois, j'ai senti que le poids que je portais tout seul, il y a quelqu'un d'autre qui le porte avec moi. Ben, c'est une image en apparence, mais c'est pas qu'une image. C'est aussi une manière de parler de cette angoisse primitive, hein, qui est celle en question, qui vient peser, on pourrait dire, sur ceux qui présentent des pathologies archaïques. Donc la fonction phorique, c'est venir tenir ça pour empêcher que ça tombe. Et sur ce geste d'empêcher que ça tombe, alors on va pouvoir élaborer tout un tas de trucs qui vont permettre que l'enfant se développe, malgré l'archaïque dont il est issu. Hein. Ah, vous voyez, cette idée au fond de la pesanteur du début de la vie, c'est quand même une idée très puissante. Hein. C'est, à mon avis, ce que Winnicott a enseigné quand il a commencé à parler du holding, du handling et de l'object presenting. C'est cette histoire du holding, c'était fondamental dans son enseignement à lui. Hein. C'est pour venir caractériser le type d'éléments qui concernent les sujets qui sont dans une vie archaïque, soit parce qu'ils sont bébés, soit parce qu'ils ont une pathologie qui présente ces difficultés-là. Et dans le cas de la périnatalité, évidemment, le bébé est dans l'archaïque, mais sa maman schizophrène est aussi dans l'archaïque. Alors évidemment, vous ne vous occupez pas que des mamans schizophrènes, on est bien d'accord. Mais n'empêche que cette résonance entre les deux archaïsmes, évidemment, très très puissante, et amène de notre part une nécessité de pouvoir intervenir dans quelque chose qui serait, au fond, une contenance institutionnelle, là où la contenance personnelle, soit des parents, soit de l'enfant, soit des deux ensemble, ne suffit pas à la faire. Hein. Alors, dans cette constellation transférentielle, qu'est-ce qu'on éprouve? On éprouve que quand on a pu dire « je suis le mauvais objet de tel enfant, je suis le bon objet de tel enfant », sans fanfaronner ou sans se suicider parce qu'on est l'un ou l'autre, de pouvoir exprimer en tant que porte-parole des objets transférentiels du patient dont on parle, de pouvoir l'exprimer bien que ça soit contradictoire, ça permet de régler un problème que
le patient lui-même ne peut pas régler. Hein. Il y a des psychotiques qui ont fait des très longues analyses avec Pankow, qui ont réussi des fois à avancer un peu sur ce truc-là. Mais globalement, ça recraque à peu près tout le temps. Hein. Bon. Donc, comme pour le début du schizophrène, les 20 ans dont je parlais au début, c'est stabilisé, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas redécompenser. Hein. Donc, il faut avoir présent à l'esprit cette idée que la contenance institutionnelle ne peut pas être séparée d'un autre concept fondamental de la psychiatrie, tel que je l'envisage, la continuité des soins. Hein, on voit bien que là, tous les protocoles qui nous sont pondus aujourd'hui, c'est 5 séances par an, c'est je sais pas quoi, enfin bon, 3 jours à tel endroit, 2 mois là, sinon après vous partez. C'est tout sauf la continuité des soins. C'est la discontinuité des soins organisée. Hein. Alors on voit bien que ça, c'est totalement anti-transférentiel. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai beaucoup travaillé moi sur la psychiatrie de secteur. J'avais fait ma thèse, mon mémoire de psychiatrie là-dessus. La psychiatrie de secteur, le concept de continuité des soins a été créé par des hauts fonctionnaires de l'époque 1959, 58, 59, 60, des hauts fonctionnaires qui valaient vraiment le coup à ce moment-là, hein, qui n'étaient pas des espèces de pervers comme en ce moment, qui avaient réfléchi à tout ce que leur disaient les psychiatres sur l'importance de tenir compte du transfert. Ils disaient, on voit bien que quand même entre les lacaniens, les freudiens, les cléniens, tout ça, le transfert, vous n'êtes pas tous d'accord là-dessus. Enfin, j'ai rigolé un peu avec ça. Bon, c'est compliqué de mettre dans une circulaire un truc, la relation transférentielle, si vous n'êtes pas tous d'accord là-dessus. Alors, on vous propose un truc auquel on a réfléchi au ministère. On va dire continuité des soins. Comme ça, vous mettrez dans continuité des soins les concepts qui vous semblent nécessaires selon votre théorisation de la question, mais sans que nous, on ait à prendre parti là-dessus. Nous, on garantit le cadre, et vous faites à l'intérieur de ce cadre le travail que vous pensez nécessaire, c'est-à-dire continuer à suivre les gens tout le temps qui sera nécessaire. Comme le Petit Prince, encore une fois, dessine-moi un mouton. Non, pas ce mouton-là, un autre mouton. Non, encore un autre. Le type qui répare son avion qu'on a marre, je te dessine une caisse et le mouton que tu veux est dedans. Ah, c'est exactement ce mouton-là que je voulais. Ben, voilà. Et ben, on pourrait dire, la caisse, c'est la continuité des soins. C'est exactement ce mouton-là que je voulais. Alors, vous voyez, dans la réunion de constellation transférentielle, cette question-là de la temporalité est très, très importante. Parce que l'effet de contenance qui est contenu dans la réunion de constellation, qui est lié au fait que des avis contradictoires peuvent coexister sans chercher la destruction de l'antagonisme. Oui, c'est pas tellement dans l'air du temps, ça. Hein. Vous voyez, Hamas, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. C'est quelque chose de très, très fondamental, ça. Hein. Mais si ça a lieu une fois seulement, ça ne va pas suffire pour le patient. Il faut que ça soit inscrit dans une continuité temporelle. Si le type va chez son psychanalyste et puis que chaque séance, c'est un psychanalyste différent qui est là, ça ne va pas faire le transfert. Hein. Non. Bon, ben, de la même manière, le patient rencontre des soignants et tout ce qu'il va faire avec ces soignants fait l'objet d'un travail a posteriori de la constellation, mais il faut que ça continue tout le temps qui sera nécessaire. Et donc on voit bien que cette fonction contenante-là, elle est fragilisée aussi par ces aspects temporels qui souffrent quand même du fait de la psychiatrie actuelle d'un certain nombre de discontinuités. Alors voilà, il me semble que si on peut travailler de cette manière-là, alors on peut mettre en place des articulations entre des choses contradictoires. Et en fait, tout se passe comme si les éléments qui semblent contradictoires ne l'étaient pas forcément. Parce que, si on prend l'exemple que m'a donné Tosquet, ce qui est très intéressant pour ça, le type qui a vécu avec son grand frère qui retrouve dans le concierge de l'aide à chaque fois qu'il se faisait emmerder à l'école par les autres, etc., harceler tout le bazar, qui a trouvé de la consolation chez sa mère, qui essayait de retenir son père d'être maltraitant mais qui n'y arrivait pas, etc., et puis qui peut exprimer la maltraitance de son père dans le transfert avec le psychiatre,
On voit bien que ces choses-là, si elles peuvent être